Sylmar Autoville, votre détaillant de pneus, vos véhicules classiques et antiques, vous souhaite un bon balado. Consultez leur site web au www.sylmar.ca. Roule ton passé au présent. Ça n'a pas été parfait pour Varland, mais Marc, il a l'étoffe. Regarde, c'est pas compliqué, là. Puis il y a 3 tirs avec lesquels il peut retirer des frappeurs. Donc, c'est un projet. Je ne sais pas si on peut parler à long terme, mais en tout cas, il a les outils pour être capable de faire le travail. Ben, en tout cas, moi, je pense que même la décision a été prise un peu tard. Là. On a laissé Hoffman encore traîner là. C'était clairement qu'il avait besoin d'un petit coup de pied dans le derrière. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, Alain Usereau et Mark Griffin. Près d'un mois déjà depuis le début de la saison régulière, quelques tendances. Et sans plus tarder, on vous présente les sujets que nous allons aborder au cours de ce balado. L'ordre du jour, qui est une présentation de Lesters, le choix numéro 1 des amateurs de baseball et des casse-croûtes depuis 1931. Que ce soit au stade, devant la télé ou entre amis, rien ne bat le goût authentique de nos hot dogs et de notre smoke meat. Aujourd'hui, au programme, on va parler évidemment de ce qui s'est passé avec les Red Sox, les Blue Jays. Une bonne semaine pour la formation torontoise. On va parler évidemment à Jean-Michel Arsenault, plusieurs sujets, dont la candidature de Vancouver, un nouveau stade à Kansas City, nouveau propriétaire au Colorado, un petit peu des promotions des capitales de Québec. Notre profil de baseball bomb cette semaine, Jeremiah Jackson des Orioles de Baltimore, domination de la Ligue nationale. Est-ce que c'est surprenant? Ben, on verra évidemment les matchs qu'on va vous présenter cette semaine à RDS. Marc, en fin de semaine, la grosse nouvelle, c'était le ménage chez les Red Sox de Boston. Donc, Alex Cora congédié après une victoire spectaculaire de 17-1. Il n'y a jamais un gérant qui a été congédié après une victoire de la sorte. Il y a quelques instructeurs aussi qui ont été remerciés de leur service. C'est pas un très bon début de saison, Marc, des Red Sox de Boston. Avant de te laisser la parole, Marc, juste revenir sur un match qu'on a fait cette semaine, et je pense que ça résume assez bien la situation des Red Sox. Je t'ai demandé à un moment donné, dans le match qu'on a fait, est-ce que c'est normal qu'Andrew Monasterio soit le frappeur de choix? Tu n'as pas eu d'hésitation dans ta réponse, tu as répondu non. Je te laisse aller. Ben, écoute, je trouve que c'est une bien drôle de situation, ça. C'est une bien drôle de situation. Écoute, c'est pas l'affaire, évidemment, d'un gérant puis ses instructeurs. Là. C'est vraiment un constat, peut-être. Je sais pas si c'est un constat d'échec, Alain. Là, tu vas me dire que la fiche, pour l'instant, oui, là, c'est un constat d'échec. Puis la raison pour laquelle on le fait maintenant, c'est qu'on veut sauver la saison, de toute évidence. Mais ce que je veux dire par là, Alain, c'est que Craig Breslow, là, puis là, je sais que les gens critiquent beaucoup John Henry. Je comprends parce que John Henry s'est pas pointé à la conférence de presse. C'est là que les gens auraient voulu poser quelques questions. Mais John Henry n'est pas un propriétaire présent. Là, il est en train de compter ses chiffres probablement. Là. Mais moi, là, c'est ce que je veux revenir, c'est Craig Breslow. Puis pas parce qu'il a fait des mauvaises transactions, Alain. C'est que plus on entend parler des gens qui sont près de l'organisation des Red Sox, puis, je veux dire, c'est pas une personne, là. C'est plusieurs personnes là, à qui moi je parle personnellement. Là. Mais c'est l'atmosphère, c'est la façon de gérer. Moi là, quand j'ai été dans le baseball professionnel, j'ai compris, puis tu sais, je t'en parle des fois souvent, Alain, puis je dis, moi là, je pense que ça joue comme c'est mené une organisation. Si c'est mené tout croche en haut, ben ça va être tout croche en bas. Et honnêtement, je pense que c'est le cas avec les Red Sox actuellement. Les propriétaires ne font pas l'unanimité, mais les propriétaires, bon, c'est... Mais en fait, c'est Craig Breslow qui est un peu le problème. Il n'y a pas une belle synergie dans cette organisation-là présentement. Puis c'est pas mal, je vous dirais, le rôle d'un directeur général, c'est d'arriver,
puis de créer une belle synergie avec le deuxième étage, donc avec les propriétaires, puis avec le gérant / les joueurs. Tu sais, créer quelque chose qui est le fun, créer une ambiance qui est intéressante dans laquelle on veut tous travailler. C'est pas ça chez les Red Sox actuellement. Puis ça, là, c'est de l'information qu'on avait bien avant que cette décision-là soit prise. Ouais. Là. Fait que c'est pas juste que ça sort là parce que soudainement, il y a un petit Mhm. scandale qui se passe avec les Red Sox. Alors, tu sais, je veux dire, puis là, ben, Cora qui s'en va, puis qui dit qu'il est content, finalement. Je pense que c'était une ambiance épouvantable dans cette organisation-là. Puis ça se reflète sur les joueurs. Mhm. Les joueurs ne sont pas caves, là. Ils voient bien là, que Mhm. c'est un peu tout croche. Tu sais, alors, c'est la faute à qui? Bon, mais chose certaine, une organisation, Alain, qui doit vraiment se regarder dans le miroir, là, puis qui se disent, hey, écoute, tu peux pas être comme ça, puis penser que tes joueurs vont performer, puis vont être bons à tout coup. Alors, c'est un vrai ménage. Puis Alex Cora, on va en parler tantôt, là, mais je veux dire, je pense pas qu'il va rester agent libre très Ouais. longtemps. Là. Mais ça reste que c'est assez profond ce qui se passe dans l'organisation des Red Sox. J'espère qu'on va pouvoir faire un virage rapidement, parce que c'est une bonne équipe. Moi, je pense que c'est une très bonne équipe. Mais honnêtement, là, je pense c'est beaucoup plus profond qu'on pense, le malaise à l'intérieur de cette organisation-là. Et je changerai encore moins ma façon de voir les choses, que ça joue comme c'est mené. Puis c'est vraiment, vraiment mené tout croche actuellement dans cette organisation. Marc, regarde, Alex Cora était là quand Bresto est arrivé, donc c'est pas son homme. On va commencer par ça. Ça arrive souvent qu'on veut avoir notre propre personnel sur place. Et évidemment, là, tu as l'excuse parfaite parce que les Red Sox n'ont pas un bon début de saison. Quelques joueurs qui sous-performent, Ouais. surtout chez les lanceurs partants. Là, on s'attendait à ce que ce soit une force. Bayo n'a pas un bon début de saison. Crochet, évidemment, l'échantillon est mince, ça devrait se replacer. Là, la situation actuelle, Marc, il y a les instructeurs qui sont là par intérim. Là, le nom que j'ai retenu, bon, Chad Tracy va mener l'équipe, c'est Colin Hetzler. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui est là depuis que Breslow. Il est embauché par Breslow. Est-ce que lui s'en va pas là pour faire de l'évaluation, dans le fond, sur le terrain? Écoute, oui, puis tu sais, c'est ça le problème, c'est que c'est même pas subtil, cette affaire-là. Là. Tu sais, c'est pas subtil. Puis les joueurs, là, comme j'ai dit, comment ils vont répondre à ça? Puis là, comment tu vas te sentir si tu es un instructeur par intérim, mais que là, tu sais que tu en as un qui est embauché par l'autre? Tu sais, il n'y a rien de bon dans ça, Alain. Je veux dire, il n'y a rien de bon dans la façon de construire ça. Puis, tu sais, de sacrer tous les instructeurs dehors ou presque, je sais pas. Je me questionne là-dessus, mais oui, tu as raison. Tu as raison. Là, c'est un gars que lui-même il a embauché, Breslow a embauché. C'est sûr qu'il est là pour faire l'évaluation de qu'est-ce qui se passe. Mais je trouve honnêtement, une organisation qui se tient debout n'aurait pas agi de la sorte. Puis je sais pas. Moi, en tout cas, je trouve qu'il y a un malaise profond. Puis je comprends les partisans des Red Sox d'être extrêmement frustrés vis-à-vis de leur organisation présentement. Puis le propriétaire qui en mange toute une, là, M. Henry, là, qui ne s'est pas présenté non plus à la conférence de presse. C'est ça. C'est une organisation là, qui mériterait d'être gérée un peu mieux. Là. Est-ce que ça passe par de nouveaux propriétaires? Peut-être, mais chose certaine, c'est pas super ce qui se passe. Ben écoute, tu sais, John Henry a quand même eu de succès avec son équipe. Là. Puis il y a des décisions, je sais qu'on a ramenées sur la table, mais Breslow n'était pas là. Mookie Betts, il y en a qui l'avalent encore de travers là, depuis son départ. En fait, on a fait les séries une fois, depuis qu'il est parti, là. Deux, c'est-à-dire avec l'année passée. Mais tu sais, ça n'a pas été des gros succès là, depuis le départ de Mookie Betts. Mais c'est pas, tu sais, ça va plus loin que Craig Breslow, à mon avis, dans cette gérance-là. Tu sais, puis tu regardes, il n'y a pas beaucoup de... C'est la pire équipe sur le plan de la puissance dans tout le baseball majeur, compte tenu en plus du stade dans lequel on joue. Tu regardes la formation comparativement de l'année passée, peut-être qu'il fallait que tu te débarrasses de Raphaël Devers, ça se peut, mais force est d'admettre, Marc, sans Bregman et sans Raphaël Devers, là, c'est pas du tout la même équipe. Non, c'est pas la même équipe, mais tu sais, je veux dire, il y avait quand même, tu sais,
Je veux dire, Abreu, à un moment donné, tu t'attends à ce qu'il explose un peu. Duran, t'as l'impression que, bon... Ben, c'est ça. C'est peut-être des gars, justement, qui sont affectés par l'espèce de synergie tout croche qui se passe dans cette équipe-là. Fait que, tu sais, peut-être qu'on va rebondir, mais t'as raison, on dit que ça va beaucoup plus que Breslow, mais Breslow n'est pas venu aider. C'est ce que je veux dire un peu, c'est que lorsque Breslow est arrivé, ça n'a pas été un vent de fraîcheur. C'est peut-être même l'inverse qui s'est produit, parce qu'Alain, une organisation, c'est pas juste les joueurs, les instructeurs puis le directeur gérant. Tu as des centaines et des centaines d'employés là, qui sont dans les bureaux. Puis eux aussi, ils sentent. Ben oui. Imagines-tu comment, à quel point là, le malaise est profond à l'intérieur de cette organisation? Oui, il y a un mot pour ça, Marc, c'est une ambiance, disons-le, toxique de travail. Là, c'est un peu ça que tu es en train de décrire. Il va falloir peut-être redresser le bateau plus tôt que tard. Les Blue Jays de Toronto, Marc, ils ont gagné leurs 2 séries cette semaine. C'est pas parfait. Là, on se doute un peu qui va prendre la place de Hoffman. Ça n'a pas été parfait pour Varland, mais Marc, il a été tough. Regarde, c'est pas compliqué, là. Puis il y a 3 tirs avec lesquels il peut retirer des frappeurs. Donc, c'est un projet. Je ne sais pas si on peut parler à long terme, mais en tout cas, il a les outils pour être capable de faire le travail. Ben, en tout cas, et moi, je pense que même la décision a été prise un peu tard. Là. On a laissé Hoffman encore traîner là. C'était clairement qu'il avait besoin d'un petit coup de pied dans le derrière pour sa confiance, là, dans le cas d'Hoffman. Alors, bon, on a inversé les rôles. Puis il faut que tu sois, comme athlète, il faut que tu sois assez fort pour comprendre que là, même si un athlète croit en lui beaucoup, il n'aidait pas son équipe. Là, je parle de Hoffman. Là. Il n'aidait pas son équipe. Si tu n'aides pas ton équipe, là, ça devient très, très dur. Alors, il faut que tu l'acceptes. Va-t'en, genre d'émotion, entre guillemets, va-t'en lancer la 7e ou la 8e, refais tes forces un peu. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui est important, Alain? C'est que l'équipe gagne, surtout si tu mènes en fin de rencontre. Moi, Varland, c'est sûr que c'est un gars que j'aime bien. Je trouve qu'il y a de l'étoffe. Il y avait 30 lancés la veille. Il est revenu le lendemain pour lancer. Il voulait la balle. Je comprends qu'il faut gérer aussi son nombre de lancers, là, mais on dit souvent, Alain, que ton releveur numéro 1 il est quelque part dans ton organisation. Il faut juste que tu le trouves. Puis peut-être qu'on a trouvé quelque chose avec Varland, peut-être qu'on a trouvé un duo qui va être intéressant, puis peut-être qu'Hoffman, qui jouait le rôle de préparer la table lorsqu'il était avec les Phillies, c'est peut-être dans ce rôle-là, Alain, qui va reprendre confiance et exceller un petit peu plus. Là, tu vas me dire, il a signé à Toronto parce qu'il va être releveur numéro 1, là, je comprends, mais ça reste qu'à la fin de la journée, il faut que tu mettes les meilleurs éléments comme gérant là, sur le terrain pour te permettre de gagner cette journée-là. Pour l'instant, c'est avec Varland en fin de match. Oui, puis Marc, sur les Blue Jays, j'aimerais ça parler un petit peu de Okamoto. Et pourquoi je parle des deux? Parce que, regarde, il a commencé à frapper la balle d'aplomb. Puis j'ai juste voulu voir un petit quelque chose parce que souvent, Marc, je l'ai déjà mentionné, il y a des préjugés envers les joueurs asiatiques, japonais principalement, quant à leur capacité de bien frapper des balles rapides. Puis je regardais, c'est des lancers qui le frappent le mieux. Pas compliqué, là. Puis on l'a attaqué beaucoup avec des balles rapides depuis le début de la saison. Puis regarde, ces 2 circuits en fin de semaine, là, c'est pas des circuits de 320 pieds, là. On va s'entendre, là. Il les a frappés en plein chanson. Donc, ce gars-là est en train d'en donner. Sanchez est en train d'en donner aussi. Il est en train de rendre de très, très bons services à l'équipe. Je pense que c'est de nature à aider dans une ligue américaine, Marc, puis ça, on va y revenir plus tard un peu, dans une ligue américaine qui sous-performe cette année. Oui, puis tu as raison de le mentionner dans le cas d'Okamoto. Moi c'est sûr qu'il fallait lui donner du temps pour... La question était de savoir combien de temps ça va lui prendre pour s'adapter. C'était ça la question au début de saison. Là, tu vois que tranquillement, il y a des ajustements qui se font. Mais je le trouve tellement lent. Je ne pensais pas qu'il était lent comme ça. Il le regarde courir les sentiers, là, puis tu te dis, mais ma foi, c'est lui et Kirk dans la même formation. Alain, t'es mieux de frapper un double avec un coureur au 3e. Là. Mais ce que j'aime un peu moins de cette lenteur, c'est en défense. Je trouve qu'il ne couvre pas beaucoup de terrain. Et, ça va être un bon 3e but, il a un bon bras. Mais il n'est pas très explosif à ce niveau-là. Alors, on le découvre. Il va faire son jeu de routine, pas de problème, mais ce n'est pas Matt Chapman au 3e, là, on va se le dire.
Alors, il faut que son coup de bâton compense, il faut que ça commence à produire. Mais en tout cas, et tu as raison de mentionner, il n'y a pas lieu de paniquer encore. Il va y avoir des retours de blessés bientôt du côté des Blue Jays de Toronto. On est encore dans le coup, même si on ne joue pas pour 500 encore, parce qu'il n'y a personne dans l'américaine, comme tu as mentionné, qui décide de se détacher de tout le monde. Oui, Okamoto, Marc, son WAR est à peine au-dessus de 0 là, présentement. Là. Tu sais, et sa défense, c'est clair là, qu'il est pour beaucoup. Parce qu'il reçoit quand même sa part de but sur balle. Un des rares, d'ailleurs, chez les Blue Jays qui demande un peu de patience au bâton. Ça, c'est peut-être un des problèmes qu'on pourra... tu sais, l'année passée, on avait une très bonne moyenne de présence sur des buts. On n'est pas là cette année. Donc, j'ai hâte de voir pour la suite des choses. Là. Puis juste en passant, on parle d'Okamoto, mais que dire de Ouais. Murakami avec les White Sox? Lui aussi Oh! s'est adapté assez rapidement aux balles rapides du baseball majeur. Hey. Oui, puis un peu à l'instant de ce que j'ai dit sur Okamoto, là, il n'y a pas de, il y a pas de petit, il n'y a pas de pesky-pole, coup de circuit là, avec Murakami. C'est le temps de la question de la semaine. Vous avez envie d'une bonne pizza, pensez à Crabtree Pizzeria qui vous garde depuis 54 ans. C'est la meilleure pizza dans la Naudière. Pour découvrir nos 5 succursales, je vous invite à consulter le site internet de Crabtree Pizzeria, crabtreepizzeria.com. Ben écoutez, il y a beaucoup de partisans des Red Sox de Boston parmi vous, parmi les amateurs de baseball au Québec. Par quoi va passer le réveil des Red Sox? Bon, il y a plusieurs choix de réponse. Un gérant d'expérience, un gérant au pouce vert, une transaction majeure, le rendement de Roman Anthony, rien, l'équipe en place va se replacer. Votre choix de réponse aussi va être aussi bon, peut-être un changement complet à la très très haute direction. Ça aussi, il y a des partisans des Red Sox qui le souhaitent. Bref, nous vous invitons à vous prononcer sur notre site internet sur cette question. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. C'est le moment de souligner notre partenaire principal qui est Plan de Match. Plan de Match, c'est 2 boutiques, une à Boucherville, l'autre est à Jonquière, à Boucherville. Cage de frappeurs, cours privé, c'est la belle saison. Il y a plein d'équipements en boutique. Alors, ou même visiter la boutique en ligne à boutiqueplandematch.com. Jean-Michel, beaucoup de sujets aujourd'hui pour ta chronique. On va y aller d'ores et déjà. Il y a tellement de choses qui se passent dans le baseball qu'il fallait en choisir, mais on en a juste 4 aujourd'hui. Oui, absolument, absolument. Puis on va commencer tout de suite notre tour d'horizon avec une nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre de l'autre côté du pays cette semaine. Mesdames et messieurs, la ville de Vancouver lève officiellement la main pour obtenir une franchise du baseball majeur. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on avait vu venir personne de ce côté-là. Mais effectivement, mercredi dernier, le 22 avril, le conseil municipal de Vancouver qui a approuvé une motion déposée par le maire Ken Sims. Dans le fond, le but de ça, c'est de lancer un processus officiel d'appel d'intérêt pour identifier un groupe de propriétaires potentiels pour amener une équipe de baseball à Vancouver. On s'entend, là, c'est beaucoup plus de bruit que de réelles bonnes nouvelles, là, parce que c'est beaucoup de vent. Le maire qui qualifie cette opportunité-là d'un coup de circuit, je veux bien, mais tu sais, la ville, elle dirait qu'elle voudrait avoir un terrain pour l'équivalent de la NASA canadienne, ben je veux dire, il peut bien dire ce qu'il veut, mais rendu là, ça prend quand même des fonds, parce que la nouvelle qui aurait été vraiment intéressante puis qui n'est pas sortie, c'est la Colombie-Britannique et la ville de Vancouver n'ont aucun budget, n'ont aucun site offert pour une équipe à Vancouver au moment où on stade. On veut juste, on dirait qu'on est plus dans un début de discussion dans un centre d'achat, dans un de type marché aux puces en ce moment. Là, on veut comme essayer de parler fort pour attirer l'intérêt, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, mais même au niveau du conseil de ville, là, ça fait pas l'unanimité. On n'est pas sans oublier le désastre des Grizzlies là, dans la NBA.
dans lesquels la ville avait investi cette fois-là. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ressentiment de ce côté-là. Bon, certains médias au Canada puis aux États-Unis parlaient que c'est une ville de baseball. Il y a énormément de gens qui s'y intéressent. J'ai entendu toute la semaine passer les gens dire le stade pour l'équipe au niveau A-Fort qui est affilié aux Blue Jays, là, les Canadiens, c'est plein presque tout le temps, mais c'est quand même un stade de 6 000 à 6 500 places, là, dépendamment des configurations. Puis j'ai regardé le nombre total de personnes qui ont assisté l'année passée, c'est 276 990. Là. Ça, pour du baseball majeur, là, c'est peut-être l'équivalent de 2 semaines. Ouais. Là, fait qu'on est... on est encore loin de là. Je trouve ça intéressant que le Canada se mette dans la liste. Là. Comprenez-moi bien, on veut faire du bruit pour essayer d'attirer des gens. Je suis certain qu'il y a des gens qui ont beaucoup de sous à Vancouver, mais on est encore là, à l'ère du tapage médiatique. Il y a encore plusieurs villes dans les rangs, Montréal, Nashville, Salt Lake City, Portland, qui sont dans la liste. Fait que dans le fond, on a Vancouver à rajouter maintenant. Ouais. Moi, j'ajouterais, Alain, je vais te laisser aller après, mais rapidement, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le maire qui prend un peu en charge, dans le sens que souvent, un des problèmes, c'est que, un des problèmes, mais un des défis, c'est d'amener justement le maire ou les gouvernements, à créer une synergie puis faire quelque chose de le fun. Mais bon, je suis d'accord avec toi là, qu'il y a beaucoup de blabla là-dedans. Cependant, moi, j'ai joué dans le Nat Billy Stadium. C'est un beau petit stade. C'est un peu comme si Québec demandait sa franchise. Puis là, vous allez voir ma comparaison. C'est qu'il attire beaucoup de monde dans un stade de 5-6 000 personnes, effectivement. Mais est-ce qu'on serait capable de faire vivre une équipe à ce niveau-là? Mais, personnellement, je pense que oui, parce que la Colombie-Britannique est une bonne ville de baseball. Puis je peux vous dire, il y a pas mal de bons joueurs de baseball qui proviennent de cette province-là aussi. Donc, ça, c'est pas inintéressant, mais je comprends tes propos, Jean-Michel, que c'est effectivement une discussion j'aime ton expression de marché aux puces, là, ou de centre d'achat. Mais bon, il y a quand même quelque chose à retenir du leadership peut-être du maire, là. En tout cas, c'est pas si c'est comme ça qu'on le mentionne, mais je trouve ça quand même intéressant. Alain? C'est juste de dire, dans le fond, regardez, là, si vous pensez à une expansion, ou à une relocalisation, pensez à nous autres. C'est à peu près ça qu'on dit, dans le fond, ajouter notre nom, puis s'il y a des intérêts privés qui sont intéressés, au moins, on aura fait notre devoir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Est-ce qu'il y a une volonté? Je pense que oui, d'ajouter 2 équipes. Avant ça, il y a d'autres choses à régler. Pas besoin de faire un dessin. On va le voir l'année prochaine. Donc, tu comprends? Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il faut voir l'initiative du maire de Vancouver. Absolument. Puis, tu sais, c'est vraiment des très gros sous pour attirer une équipe. Puis, ça sonne encore plus gros quand on le transfère après ça en dollars canadiens. Donc, voyons voir ce qui arrivera. On va suivre ça, bien évidemment, de près. On a bien hâte de voir s'il y aura des gens qui vont s'y intéresser. Donc, pendant qu'on parle de gros sous, puis en même temps, pendant qu'on parle des Rocheuses, si on descend un petit peu plus au sud, on a les Rockies du Colorado qui viennent de vivre un tremblement de terre dans leur structure de propriété. Une transaction qui a été officiellement approuvée par le baseball majeur, dans le fond, le Penner Sports Group, qui est dirigé par Greg Penner et Carrie Walton Penner. Vous vous rappellerez que j'ai dit Walton, je vais vous expliquer pourquoi, ça vient de où, qui viennent racheter environ 40% des parts de la franchise. Donc, le Penner, c'est un groupe qui est quand même assez connu, mais la femme de Greg, Carrie Walton, c'est une des héritières de la famille qui possède Walmart. Donc, des gens qui ont des poches quand même très creuses. Puis, tu sais, faut juste rappeler qu'ils viennent quand même de racheter les Broncos de Denver dans la NFL pour la modique somme de 4,65 milliards de dollars en 2022. Je suis certain que c'est déjà un très, très bon investissement de ce côté-là pour eux.
Mais pourquoi c'est majeur pour les Rockies? C'est qu'actuellement, le reste des participations, ça appartient à la famille Monfort, avec Dick Monfort à sa tête, qui a le contrôle majoritaire de l'équipe. Ouais. Mais financièrement, ça va pas super bien. Puis ce qui est intéressant dans l'annonce, c'est que dans la transaction, la manière que ça a été conclu, c'est qu'on effaçait les dettes qui traînaient dans cette transaction-là. Donc, on repart un petit peu en neuf. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont fans beaucoup de gens qui sont fans des Rockies, peut-être de moins en moins les dernières années, mais il y a beaucoup de gens qui allaient au Coors Field. Puis il y a des choses qui commencent à tirer de la patte versus d'autres stades. Donc, on remettait toujours à plus tard des investissements dans le stade et malheureusement aussi dans l'équipe, là, ce qui explique probablement aussi les difficultés là, de l'équipe des dernières années. Là. Puis rappelons-nous là, quand tu es dans la même division que les Dodgers, je veux pas. Il faut vivre d'amour et d'eau fraîche, là, mais à un moment donné, au moins si tu as les sous maintenant pour pouvoir essayer de rivaliser un petit peu, ça va donner un petit peu de lousse pour soutenir cette équipe-là là, qui en avait bien besoin. Oui. Puis, je vais juste dire un commentaire là-dessus rapide. C'est pas une organisation là en termes de baseball là, qui est solide actuellement. Puis là, je sais qu'il y a eu du ménage de fait aussi là, au niveau baseball. Mais il est temps qu'on injecte un peu d'argent à l'intérieur. On est très, très en retard sur les autres équipes là, en termes de baseball, d'équipement. Là, je vais jusque-là, d'équipement, de choses. On est un peu en retard. Là. Ça fait un petit bout de temps qu'il y a un problème à ce niveau-là, Jean-Michel. Fait qu'on espère que ça va faire du bien à ce niveau-là. Oui, puis je peux ajouter, Marc, le développement, les statistiques avancées, là, ça va être réglé, c'est sûr, avec la nouvelle direction, là, à moins qu'on change. Là. Paul de Podesta, il vient de la mouvance Moneyball. Là, fait que c'est sûr. Je pense que ça a pris trop de temps avant qu'on commence à étudier vraiment la recette que ça prend pour que les Rockies aient du succès. On a une petite idée, Marc, on en a déjà parlé. Première des choses, ça prend des voltigeurs qui sont rapides, puis des lanceurs qui tiennent la balle au sol. Regarde, on va commencer par ça. On a l'impression qu'on n'a pas mis assez l'accent sur ce genre de truc-là. Là. Il y a eu trop de Dante Bichette au fil de l'histoire dans cette équipe-là. Là. Oui. OK. Bon. Absolument. Prochain segment, écoute, on aura probablement un très beau nouveau stade pour les Royals. Donc, encore une fois, là, il y a beaucoup d'équipes du sport professionnel en général, au baseball, mais aussi dans d'autres sports, qui font des grandes annonces là, au niveau de nouvelles infrastructures sportives. Puis c'est le cas là, pour les Royals qui ont dévoilé les plans pour leur nouveau domicile, un projet qui est vraiment très, très, très spectaculaire. Donc, rappelons qu'il y a quand même un bail, je pense que jusqu'en 2031 avec le Kauffman Stadium, qui a quand même déjà plus de 50 ans d'histoire. Mais on parle d'un projet dans lequel on ramènerait les Royals vraiment au centre-ville, une association avec une compagnie là, de ce secteur-là, là, les cartes Hallmark. On parle vraiment d'un méga projet dans lequel on parle d'un projet de 3 milliards là, seulement pour le terrain là, et les infrastructures dessus, dans lesquelles il y aurait, comme on en parle de plus en plus, pas juste un stade, il y aurait vraiment des infrastructures, des condos. On veut vraiment bâtir un milieu de vie, là, comme on en parle quand même assez souvent, puis vraiment un milieu de vie à l'année. Donc, on va vouloir essayer de se rapprocher là, de d'autres sports qu'on voudrait attirer dans ce même secteur-là. Rappelons-nous que les Chiefs auront, eux autres aussi, un nouveau stade là, prochainement, mais à l'extérieur. Puis, tu sais, vous êtes déjà allés, messieurs, là, à Kansas City. Tu sais, on est à cheval entre deux États là, dans cette ville-là. Puis, semblerait-il qu'il y avait au niveau de quel État pouvait offrir un petit peu d'investissement ou de support dans cette transaction-là. On va rester là du côté du Missouri là, dans ce projet-ci. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant et au goût du jour pour cette équipe-là. Ouais. Écoute, comme tu l'as dit, c'est assez spectaculaire les images qu'on a vues de ça.
Est-ce que ça met fin, Alain, à ces fameux stades? Parce que là, les 2 stades présentement sont côte à côte. Oui. On partage le Oui. stationnement, mais on est à l'extérieur de la ville. Tu sais, on est Il y a vraiment rien. là, on quitte le centre-ville carrément. Il n'y a rien autour. Donc, fini, j'imagine ça, puis on s'en va au centre-ville. Garde, c'est pas une mauvaise idée, là. En tout cas, selon moi, c'est pas une mauvaise idée. Et Ouais. je termine là-dessus, c'est que je trouve que les Royals, tu sais, le Kauffman Stadium, il est encore très beau, hein. Honnêtement, il est encore très beau. Oui. Et je pense que le fait qu'on était éloigné, je sais pas, ça ralentissait un peu le groupe, comme on dit. Alors, je sais pas, je trouve ça fantastique et évidemment, des méga projets de la sorte. C'est ce qu'on va voir dans les prochains nouveaux stades, Jean-Michel, là. Et on construit pas juste un stade, Ouais. on construit un mode de vie, comme tu dis, de nouveaux quartiers carrément, là. Puis si je peux me permettre, Marc, on est déjà allé. Écoute, on n'est pas équipé pour accueillir une tonne de descripteurs. C'est, tu sais, fait que pour les descripteurs, je te dirais que c'est vraiment pas un luxe. Puis je vais ajouter que, tu sais, il n'y a rien autour de l'emplacement actuel. Tu sais, je veux dire, tu vas voir le match, mais si tu cherches des restos, il y a une coupe d'hôtels, mais Ah il non. n'y a aucune animation autour Une mer de de ce stationnement, là. C'est Ben, juste que des stationnements. T'as ouais, un petit Holiday Inn l'autre bord de l'autoroute, là. Je veux c'est dire, ça. c'est à peu près tout ce que tu as Ouais, dans ce quartier-là. Donc, ouais. je comprends, là, on comprend le projet, là. Oui, puis l'endroit où on va être, c'est pas très loin en fait, du Kansas. Et c'est tout près aussi, je t'ai jeté un petit coup d'œil visuellement, c'est pas très très loin là, d'où est situé actuellement le musée des Ligues des Noirs et du Jazz à Kansas City. C'est un petit peu au sud, là. Donc c'est dans ce coin-là, là, il y a déjà de l'animation dans ce coin-là. Tu sais, il y a un quartier où il y a de l'animation, il y a des restos. On est déjà allé manger dans ce coin-là. D'ailleurs, les steakhouse dans ce coin-là, je veux dire, c'était pas les restos de viande qui manquent. Donc, tout ça pour dire que ce coin-là, il y a déjà quelque chose qui se passe. On va juste ajouter un petit peu là, d'animation avec ce projet-là là, actuellement. Puis Marc, c'est bon que tu parles de l'hôtel qui était de l'autre côté, parce que moi, quand j'ai eu la chance d'y aller, on dormait. Je me rappelais pas si c'était un Holiday Inn, mais ce que je peux te dire, c'est que je me rappelais du coût que ça avait coûté, puis je trouvais que ça ressemblait plus à une facture du Waldorf Astoria que d'un Holiday Inn. On payait très cher cette proximité au stade, là, Exact. c'est certain. Messieurs, j'ai une dernière nouvelle cette semaine pour vous. Puis, ben là, on vient de parler de nouvelles qui touchent directement les poches des propriétaires. Mais là, on va parler des poches des partisans. Puis, plus particulièrement, je suis très, très fier de parler de ça parce que ça se passe à Québec. Les capitales de Québec qui ont vraiment été très innovateurs l'an dernier au niveau du coût. On va attirer les gens plus tôt au match, on va attirer les gens à dépenser pour manger sur place. Ben, tu sais, c'est pas en offrant de l'alcool à 20$ puis des pointes de pizza à 15$ qu'on réussit à faire ça. Si on veut fidéliser vraiment ça, faut se rapprocher de nos partisans. Puis vraiment, à Québec, la promotion qu'ils ont lancée l'année dernière, là, où il y avait beaucoup d'items du menu qui étaient à 3$, ben, ils récidivent encore cette année. Donc, une sortie familiale pour aller au Capitale, manger sur place. On est loin de gratter les fonds de tiroir pour y aller. C'est vraiment extrêmement abordable. Puis je trouve ça vraiment très, 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 très solide. Rafraîchissant parce que à un moment donné, on sait que Charles Demers, l'actuel président, Michel Laplante, l'ancien président, c'est des gens qui ont toujours voulu innover, qui ont toujours voulu se rapprocher. Puis c'est des gens qui regardent quand même beaucoup les chiffres. Puis au lieu de se dire, bon, ben pour faire tant d'argent, ben faut augmenter les prix. Ça, c'est souvent une décision qui est souvent la décision peut-être la plus simple, mais décider de se dire, ben on va les baisser, puis on va essayer de vendre au volume. Ben, c'est une bonne preuve que ça peut devenir un investissement qui est très intéressant parce que si ça n'avait pas valu la peine, il ne serait pas revenu avec cette initiative-là cette année.
Donc, tu sais... Ben, tu sais, Jean-Michel, juste pour ajouter, ça fait une couple d'années, effectivement, que ça fonctionne, mais ce que j'aime dans tout ça, puis tu as raison au niveau des chiffres, là, ça fait du sens en plus, même si les gens disent, ben ouais, mais comment ils vont faire de l'argent à 3 piastres la poutine, puis 3 piastres. Mais il faut penser que tu attires du monde dans le stade, puis là, ça crée une ambiance. Puis là, l'ambiance, mais tout le monde parle de l'ambiance. Hey, c'est le fun d'aller au Capitole. Fait que, tu sais, c'est tout un effet d'enchaînement qui est complètement, j'ai l'impression, des fois, à l'inverse de ce que d'autres décident de faire, là, puis je veux pas jouer à des jeux de comparaison, mais ça fonctionne. Puis peut-être que ça fonctionne parce que c'est l'été, puis l'été, on aime ça aller dehors. Puis l'autre aspect, c'est que, tu sais, le baseball, là, longtemps, ça a été l'expression, je vais le dire en anglais, là, mais tu sais, c'est family and fun. Autrement dit, là, tu peux amener ta famille, il faut que tu aies du plaisir à aller au baseball. Bien, ça fait partie du plaisir. C'est que non seulement quand il y a du monde dans le stade, c'est le fun, et en plus, ben, comme tu dis, tu t'en vas te chercher, tu t'en vas nourrir ta famille, puis ça coûte pratiquement rien. Donc, ils ont compris des choses, puis je trouve ça vraiment fantastique. Puis malgré le succès qu'ils ont au guichet, on continue avec des promotions ou en fait des événements de la sorte. C'est pas pour rien que c'est une des meilleures franchises de toute la Ligue Frontier, qui, soit dit en passant, va changer de nom là, à compter de 2025. Ben oui, Ça va être bien intéressant. Puis aussi, notre autre équipe professionnelle au Québec, les Aigles, là, qui ont des très bonnes promotions aussi, là, notamment au niveau terrasse. Il y a une ambiance on voit qu'ils regardent bien ce que les capitales font puis qu'ils commencent à très bien s'en inspirer. Ouais. Donc, je pense qu'ils peuvent vraiment être fiers là, du travail qu'ils sont en train de bâtir à Trois-Rivières aussi. Moi, je trouve qu'il y a une très belle section. C'est souvent des groupes, là, mais le lounge au champ gauche, quand je vois les images de ça, je trouve que c'est un très bel endroit pour voir un match de baseball. C'est une section où il y a de la nourriture incluse. Donc voilà, messieurs, on termine avec cette nouvelle en espérant que les gens vont continuer d'aller voir du baseball à proximité au Québec parce qu'on a du très bon calibre ici aussi. Jean-Michel, merci beaucoup de ta contribution encore une fois. C'était fort intéressant. Évidemment, il y a quelques dossiers qu'on va suivre de près dans ce que tu nous as raconté. Merci, Jean-Michel. Merci. C'est le moment de la carte de la semaine avec une présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote de satisfaction à 100%. Un joueur des années 60, Rocky Colavito. Un joueur très populaire pour une raison X, Marc. Les joueurs d'origine italienne ont souvent eu la cote. Je reviendrai sur le type de joueur qu'il était. C'est juste que c'est un peu particulier ce qui était offert. C'est une carte de Aura Vision de Columbia Records. Vous allez me dire, la musique vient faire quoi là-dedans? C'est une carte de 1962, mais il y avait aussi des petits disques en carton là-dedans. Je ne sais pas si tu te rappelles d'avoir fait jouer ça, Marc. Moi, je me rappelle très brièvement en avoir. Là. Honnêtement, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour ton aiguille de musique. On va le dire, là, c'était... si tu voulais garder une qualité minimum, là, si vous aviez la musique classique chez vous, du Beethoven, du Bach, du Chopin, c'était peut-être pas une bonne façon là, d'utiliser votre aiguille de très, très grande qualité. Toujours est-il que, ces éléments-là sont assez rares. C'est des disques cartonnés, c'est ça que je mentionnais, 17 par 17 cm, des 33 tours, qui étaient produits par Columbia Records, qui présentait des entrevues des joueurs réalisées par Marty Glickman. Donc, il y avait 8 cartes disques, si tu veux, et Rocky Colavito, c'était une grosse vedette des années 60, où Rocky Colavito s'est démarqué, Marc. Première des choses, c'est un gros frappeur de puissance. 374 circuits au cours de sa carrière. Et pour une raison X, Marc, après 1962, il est passé de 30 coups de circuit. Il y a eu plusieurs saisons d'une quarantaine de coups de circuit. Après ça, il n'en a jamais frappé plus que 8. OK? 1959, Marc, il gagne c'est lui qui frappe le plus grand nombre de coups de circuit de la Ligue américaine. Et là, son équipe décide de l'échanger. Une des transactions les plus spectaculaires de l'époque. On l'échange, il était avec Cleveland. Il n'y a personne qui s'attendait à ça. On l'échange aux Tigers de Détroit pour Harvey King qui venait de gagner le championnat des frappeurs. 1 contre 1. Il n'y avait rien qui justifiait cette transaction-là. Qui réalise cette transaction-là? Un dénommé Frank Lane. Et c'est sur lui que je vais m'attarder, Marc. Il détient le record du baseball majeur pour le plus grand nombre de transactions. Lui, il fallait que ça bouge.
Ça faisait parler dans les journaux. Il n'y avait pas de logique derrière ces transactions. Mais il y a un livre qui a été écrit sur lui, là, puis le livre n'est pas assez long, je pense, pour avoir toutes les transactions qu'il a effectuées dans sa carrière. Mais c'est quelqu'un, écoute, qui ne passait pas inaperçu. Tu comprends, ça attirait l'attention. C'est ça qu'il voulait. Est-ce que ça a marché? Pour l'attention, oui. Pour bâtir des équipes gagnantes, je suis un petit peu moins sûr. Bon, en tout cas, c'était intéressant. C'est une belle page d'histoire. Belle page d'histoire, mais je suis en train encore de m'imaginer là, qu'on est dans une salle, puis marketing, puis on dit, OK, on va sortir un mini-disque dans les cartes. OK, on le fait, là. En tout cas, c'est spécial, mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup d'entrevues, hein. C'était pas facile, peut-être, d'entendre ça. Donc, l'idée est peut-être pas si farfelue que ça. Aujourd'hui, on trouve ça spécial, mais beau clin d'œil, en tout cas, de cette époque-là. Absolument. Amateur de baseball, je m'adresse aux jeunes principalement. Pourquoi pas ouvrir vos horizons avec les œuvres de Bob McDuff? Allez sur son site internet baseballbob.ca. Il y a 5 œuvres de notre ami qui combinent la lecture et le baseball. Vous y trouverez votre compte. Notre profil de la semaine, Jeremiah Jackson des Orioles de Baltimore. Marc, c'est toute une histoire, la sienne. Écoute, repêché en 2018 par les Angels. Par la suite, s'est retrouvé dans l'organisation des Mets de New York et finalement a eu sa chance l'an passé en raison de nombreuses blessures. Avait été embauché comme joueur autonome des ligues mineures. C'est pas compliqué, là. Il n'y a personne qui en voulait ou à peu près. Puis Marc il a forcé la main aux Orioles. Je ne dis pas que c'est très, très spectaculaire, sauf qu'on a l'impression que dans les moments importants, ce gars-là s'est hissé, a élevé son jeu particulièrement au cours de la saison actuelle en 2026. Oui, puis tu fais bien de mentionner, c'est une belle histoire. Moi, c'est le genre d'histoire, Alain, qui me fascine. Tu l'as dit, là, personne pratiquement le voulait ou personne ne le voyait performer, si vous voulez, dans le baseball majeur. Et là, bang, ce gars-là, il saisit l'occasion finalement qu'il a. C'est pas... pourtant, c'était un choix de deuxième ronde. Alors, on avait quand même des attentes vis-à-vis lui. Lorsque tu es parmi les premières rondes, là, c'est parce que on croit beaucoup en toi. Ça a pris un petit peu de temps, mais il l'a saisi. C'est un gars qui a 26 ans aujourd'hui. Il n'est pas vieux. Là. C'est pas un gars qui a passé pendant 8 ans dans la Ligue mineure puis qui est rendu à 28-29 ans. Là. Donc, je trouve ça fantastique. Puis c'est ça, le sport. Il y a des blessures, il y a des gars qui doivent quitter pour toutes sortes de raisons, puis oups, à un moment donné, ça prend quelqu'un. Ça sert à ça, les ligues mineures, Alain. Ça sert à ça. T'as des gars, puis à un moment donné, puis aussi les fameuses règles là, que tu peux pas garder un joueur 6 ans dans ton organisation. Faut que tu le protèges ou en fait, tu le laisses aller comme pour qu'il ait sa chance ailleurs. Fait il y a plein de belles choses dans l'histoire de Jackson à ce niveau. Absolument. Et c'est un joueur qui est polyvalent, Marc, que tu peux utiliser comme voltigeur, tu peux utiliser à l'avant-champ. Là, présentement, joue beaucoup au deuxième but. C'est un gars que les Orioles, en tout cas, regarde, je te dis pas qu'ils ont frappé le gros lot, là, mais je te dis que... Pour l'instant, il devient un incontournable. Oui, exactement. On est obligé de le garder dans la formation. Ouais. Marc, 88 victoires, 65 défaites. C'est l'affiche de la Ligue nationale contre la Ligue américaine cette année. Incroyable, hein? Qu'est-ce qui arrive? Écoute, qu'est-ce qui arrive? Puis là, imagine-toi là, que les Mets et les Phillies sous-performent, mais pas à peu près. Oui. Alors là, tu te dis, écoute, si la Ligue nationale domine, certainement que ces deux équipes-là vont bien. Même pas ces deux équipes-là en arrachent drôlement. D'ailleurs, même le nom d'Alex Cora a fait... On a parlé d'Alex Cora chez les Mets de New York. Ça, c'est pas une surprise. Mais le reste, écoute, on donne pas assez d'amour aux Padres. Les Braves qui dominent outrageusement cette division. Mais la différence, Alain, c'est la centrale. Tout le monde joue bien dans la centrale présentement dans la Ligue nationale. Puis ça, c'est les Pirates sont là, les Cubs jouent du bon baseball. Les Brewers qui sont au dernier rang de la division, mais c'est pas une mauvaise fiche. Là. Donc, moi, je trouve ça très rafraîchissant de voir ça. Les Cards qui jouent pour 500 alors que personne ne les voyait là. Ça va changer au cours de la saison. Mais pour l'instant, je vois, je trouve ça bien intéressant. On a beaucoup tapé un peu sur les Phillies puis les Mets, et pour cause d'ailleurs, ça continue à pas bien aller d'ailleurs pour ces deux équipes-là.
Mais je pense que là, il faut souligner le fait qu'il y a des équipes qui vont très bien. Moi, les Padres me surprennent. C'est sûr qu'avec un Mason Miller en fin de match, ça nuit pas, mais Ouais. on tient tête aux Dodgers actuellement. Puis ça, c'est. On a besoin de ça. Là. Le baseball a besoin de voir une équipe qui tient tête aux Dodgers de Los Angeles. Mais Alain, les Braves se détachent. Écoute, là, on est même pas au mois de mai, là. Mm-hmm. Et les Phillies et les Mets sont à 10 matchs et demi. 10 matchs et demi d'écart, même pas au niveau du mois de mai. Donc, écoute, mais c'est surprenant, compte tenu que l'américaine, évidemment, a de très, très bonnes équipes, mais il y a des équipes qui déçoivent davantage, là. Alors que la Ligue nationale, ben, c'est ça, ça va beaucoup mieux. Tu sais, dans l'américaine, on va se le dire, Alain, tu sais, tu regardes la division Ouest présentement, là, tout le monde joue à peu près pour 500 au moins, ce qui est pas wow. Même constat dans la centrale. Ouais. Fait qu'il y a personne vraiment qui se démarque. Puis tu sais, même les Yankees, qu'on se dit, ben, ils vont bien, évidemment, à la 18-10. Mais tu sais, on a seulement un match et demi d'avance sur les Rays. Alors, ça donne quand même une saison qui est agréable à suivre parce que, tu sais, est-ce que les Phillies et les Mets vont rebondir? Est-ce que les Braves vont rester là? Est-ce que les Red Sox vont finir par se réveiller? Bon, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à suivre là, pour la suite. Écoute, Marc, il y a 5 équipes dans la centrale de la nationale. Les 5 jouent pour 500. C'est le même nombre d'équipes dans toute la Ligue américaine qui jouent pour 500 présentement et plus, qui pour plus de 500. Et parmi les 5 équipes, Marc, tu as les Rays, que tout le monde voyait à peu près dernier cette année, et les Aces, de peu importe où, qui sont au sommet dans l'ouest de la Ligue américaine. Moi, puis je regardais, Marc, bon, un petit peu plus loin, voir si ça peut se maintenir. Dans la centrale de la nationale, Marc, on a fait des cartes, on le savait. Là. Regarde, le différentiel fait en sorte que, attention, là, ça devrait pas durer avec les cartes. Regarde, tant mieux pendant que ça passe, mais les 2 pires équipes de la nationale dans tout ça, c'est les Mets et les Phillies. ça, on ne l'avait pas vu venir. Les Rockies ont 4 victoires de plus que les Mets et les Phillies. 4 victoires de plus! D'ailleurs, Édouard Julien va très bien, hein, soit dit en passant, avec les Rockies. Là, ça va très, très bien pour Édouard. Je suis très content pour lui. Ouais. Mais les Rockies qui sont 13 et 16. La question que je te pose, que je voulais te poser par rapport à cette situation-là, Marc. Il y a beaucoup d'équipes avec des gros budgets là, qui sont en train d'avoir de la difficulté. Dans les 2 sections Est, notamment. On peut même parler de... Et là, est-ce que finalement, tu sais, on en parle souvent, ces gros contrats qu'on donne aux trentenaires. Là. Est-ce que c'est... Tu sais, les Phillies, on l'avait vu venir, Marc. C'était une équipe pour gagner maintenant, puis tu vas être pris avec des gros salaires très bientôt. Les Padres s'en sortent bien pour l'instant. Là. Les partants, regarde, ils en donnent plus que... Tu sais, mais des partants, des Padres, c'est pas eux autres qui sont les plus vieux. Je te dis juste, est-ce que là, on n'est pas en train de s'apercevoir que ces 100 gros contrats-là, là, c'est des boulets, puis que tu es obligé de traîner ça. Les Phillies, pourtant, Marc, ont eu leur leçon, tu sais, après leurs grosses années. Ça a été difficile parce qu'on n'a pas été capable de passer par-dessus Rollins, par-dessus Huntley, par-dessus Ryan Howard. Ça a coûté cher. Ça a été des années pauvres après ça. Je suis en train de me demander, Marc, si c'est pas ça qui est en train d'arriver là, présentement, là. Regarde, c'est un trait commun de plusieurs équipes. Ouais. Puis, je vais te dire, l'exemple des Phillies est très bon. C'est vraiment ça. Puis, rappelle-toi, là, moi tu sais, je veux dire, ça nous inquiétait en début de saison, Alain. Rappelle-toi, on a fait le tour là, même, tu sais, on a Schwarber est là, puis Harper est là, puis ils vont trouver le moyen de connaître de bonnes saisons, là. Ouais. Mais les employés de soutien, puis là, soudainement, ben Alec Baum, on souhaite toujours que ça, c'est difficile. Bryson Stott connaît pas une bonne saison. On a lancé, on a roulé les dés avec Adolis Garcia. C'est pas mauvais, mais tu sais, c'est un gars qui est bon. Je sais pas, c'est pas évident pour les Phillies. Puis tu regardes les Mets, c'est encore tout croche. Ouais. Les Mets, Alain, je veux dire, on aurait pu leur dire là, que ça allait peut-être pas marcher là, d'embaucher des gars hors position avec des gros contrats. T'es un peu déçu de Mendoza aussi. Je vais t'avouer, quand j'ai entendu le nom d'Alex Cora avec les Mets, c'est ça. Ça serait peut-être pas une mauvaise affaire, Alain, d'aller donner une crédibilité. Mendoza, là, il y a une situation, là. Tu sais, Alain, tu vas comprendre où je m'en vais avec ça. On joue à Chicago contre les Cubs. C'est l'égalité. Point gagnant des Cubs au 3e. OK? Il y a un retrait.
Pour un gagnant au troisième, il y a un retrait. C'est Nico Horner qui s'amène au bâton. Nico Horner va mettre la balle en jeu. C'est le frappeur qui met à peu près le plus la balle en jeu. Oui. Alors, le but sur balle intentionnelle devient vraiment une option qui pourrait être, qui pourrait être appliquée à ça parce que de toute façon, il veut rien dire. On affronte Horner. Horner frappe une balle au champ droit. Le match est fini. On parle à Mendoza après le match, puis on dit « Avais-tu pensé à donner un but sur balle? » Il dit « Oui, j'y ai pensé, mais je voulais pas qu'il prenne le deuxième après. » Un gérant du baseball majeur qui répond ça, Alain, alors que ce point-là veut rien dire. Moi, en tout cas, là, ça m'a beaucoup... je sais pas, j'ai trouvé ça un peu spécial. Fait que, tu sais, des fois, le problème, c'est pas juste les joueurs, tu comprends? On perd en équipe, on gagne en équipe. D'ailleurs, tu sais, les Red Sox, on en a parlé, là, mais c'est un peu ça. Tu gagnes en équipe, tu perds en équipe, mais c'est toute l'équipe là, qui doit se regarder dans le miroir. C'est ça. Ça ne va pas être facile. Mais oui, Alain, pour revenir à ta question, là, c'est les gros contrats, là. En fait, on voit la tendance cette année au niveau des contrats qu'on offre aux jeunes joueurs. Ouais. Là, on s'est dit, OK, on change notre fusil d'épaule, on donne beaucoup d'argent à des jeunes joueurs à des McGonagall qui vont toujours très, très bien, soit dit en passant. Des gars comme ça, parce qu'on sait que c'est notre avenir. Est-ce qu'on va se tromper des fois? Oui, mais on va se tromper, Alain, à 125, 130 millions. Alors que là, on est en train de se tromper à 4 et 500 millions de l'autre côté lorsqu'on offre ça à des trentenaires. Oui. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a une tendance, là. Dépendamment de la nouvelle convention collective qui s'en vient, on va pouvoir être plus enligné sur la suite des choses de comment les équipes vont réagir. Écoute, Marc, dans les équipes qui surprennent Ligue nationale, là, je vais te dire, moi, l'équipe sur laquelle je garde un œil attentif, c'est les Pirates de Pittsburgh. Regarde, là, à l'interne, on souhaitait un réveil de Reynolds et de Cruz. Regarde, je pense que c'est mission accomplie dans les deux cas. On a fait de judicieuses additions. Je pense à O'Hearn, je pense à Brandon Lowe. Marc, je pense qu'on va faire autre chose. Je suis pas sûr que Marcel va être là au mois de juillet. Là, je pense qu'il en arrache. Il en arrache sérieusement. On le sait qu'au Monticule, Marc, on va faire un travail qui va être au-dessus de la moyenne. Oui. C'est le reste. Puis Marc, et là je me mets à fantasmer un peu, là, si je suis partisan des Pirates de Pittsburgh, puis je me dis, si les Phillies, ça continue de descendre comme ça, Kyle Schwarber, là, tu sais, pourrait se rapprocher de chez eux un petit peu. Ouais, ben lui, écoute, regarde, il vient de signer son contrat avec les Phillies, mais effectivement, c'est qu'à un moment donné, écoute, on est encore au mois d'avril. C'est ça. Alors, on va être un peu patient, mais tu as raison. Je pense que les Reds et les Pirates, il faut continuer à les surveiller. C'est deux équipes qu'il faut continuer à surveiller. J'aime ce que je vois de ce début de saison-là. Puis, tu sais, Alain, lorsque tu as un bon début de saison, tu joues en équipe, il y a quelque chose qui colle à ce moment-là. Ouais. Comme l'inverse est aussi vrai, malheureusement, mais là, présentement, ça va bien pour ces deux équipes-là. Oui, je peux juste te dire, dans le cas des Pirates, Marc, on a encore un rendement en bas de la moyenne à l'attaque. Il y a encore matière à amélioration. Il y a des gars qui en arrachent sérieusement. Je me demande jusqu'à quel point Henry Davis, on va l'endurer, évidemment. Premier choix au total, on va lui donner toutes les opportunités. Mais Marc, on n'est pas dans le moment où on fait des essais. Là. On a une équipe qui est correcte. Là. Puis regarde, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions là, qui vont peut-être être douloureuses, mais il va falloir les prendre pour permettre à cette équipe-là peut-être de franchir la prochaine étape. Les matchs de la semaine. L'horaire des matchs à RDS, c'est une présentation de Lester, maître des hot dogs et du Smoke Meat depuis 1931. Que ce soit pour un match, un barbecue ou un simple festin en famille, Lester est toujours au rendez-vous, disponible chez votre épicier préféré. Notre horaire de la semaine, dans la mesure où la météo ne vient pas contrecarrer nos plans. Donc, lundi, on verra les Yankees contre les Rangers du Texas. C'est à RDS à compter de 20h. Match qui promet. Mercredi, le 29 avril, on verra les Braves d'Atlanta, une des meilleures équipes dans le baseball majeur actuellement, qui vont accueillir les Tigers de Détroit. C'est à 19h à RDS 2. Et dimanche, on verra les Rangers du Texas et les Tigers pour une deuxième fois au cours de la semaine, comme à chaque dimanche, à compter de 19h à RDS. J'espère que ce balado vous a plu. On vous indique et on vous précise que la semaine prochaine, à compter de la semaine prochaine, notre balado sera aussi disponible sur les ondes de RDS dans un format qui va peut-être être un peu différent, mais le contenu, on se souhaite qu'il sera aussi divertissant pour vous. Alain Usereau, Marc Griffin,
Martin Villeneuve à la technique, encore une fois, qui nous permet de vous présenter visuellement un contenu de qualité. On se souhaite une excellente semaine de baseball. À très bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.